Mesdames, Messieurs, je vais parler en français, j'espère que les traducteurs pourront suivre. Je voudrais d'abord remercier le président Michelangelo Agrusti pour avoir organisé ce magnifique événement et remercier Madame Elisabetta Sgarbi, mon éditrice, qui a organisé ma venue. Je suis venu, chers amis, vous annoncer une mauvaise nouvelle et j'espère une bonne nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise, si vous le voulez bien. La mauvaise nouvelle, c'est que cette Europe dont vous venez d'entendre la célébration est en train de mourir sous nos yeux. Elle est en train de mourir, pour plusieurs raisons. J'ai passé les 3 dernières années de ma vie, depuis 2022, une grande partie de mon temps en Ukraine. J'ai tourné des films en première ligne, sur la ligne de front de la guerre en Ukraine. J'ai vu des combats terribles, j'ai vu des batailles insensées pour la conquête d'un village, d'une petite ville de quelques kilomètres. Et je me suis demandé pendant ces semaines de tournage, ces nuits de bombardement, je me suis souvent demandé, mais au fond, il y a là en face de nous, en face des Ukrainiens et de mon équipe, il y a là le plus grand pays du monde, la Russie, le pays le plus vaste du monde. Comment le pays le plus vaste du monde peut-il déployer autant d'énergie, autant d'argent, lancer autant de missiles pour conquérir quelques kilomètres de plus de ce Donbass, certes grand par l'esprit, mais enfin humble par la puissance et l'importance économique ou géopolitique? Et la réponse, elle est évidente. Si Poutine, si la Russie dépense tant d'énergie à tenter de conquérir les quelques kilomètres du Donbass, c'est que son but est évidemment ailleurs. Et je me suis souvenu de textes que j'avais lus, je me suis souvenu d'un dialogue que j'avais eu il y a quelques années avec l'un des idéologues principaux de Poutine, qui s'appelle Alexandre Douguine, l'un des idéologues organiques de Poutine, et qui disait très clairement « Notre objectif, le but de ma vie, dit Poutine, c'est évidemment pas l'Ukraine, c'est l'Europe. C'est déstabiliser l'Europe, c'est me venger de cette Europe qui me défie et qui a contribué à l'époque du pape polonais Jean-Paul II et d'autres, qui a contribué à la catastrophe qu'a été la destruction de l'Union soviétique. Il y a donc une très grande puissance, un très grand pays aujourd'hui, la Russie, qui veut la déstabilisation et la mort de l'Europe. Ce ne serait rien s'il n'y avait aussi d'autres puissances qui voulaient la même chose. Et la situation géopolitique d'aujourd'hui, elle est marquée par la résurgence, la renaissance de 4 autres anciens empires qui tous les 4 se sont effondrés et qui tous les 4 sont en train de tenter de renaître et qui tous les 4 tentent de renaître aussi aux dépens de l'Europe. Ces 4 anciens empires, c'est l'empire chinois. Si vous lisez bien les textes des idéologues chinois d'aujourd'hui, vous verrez que leur cible, ce n'est pas l'Amérique, c'est l'Europe. Le sac du palais d'été, l'humiliation coloniale du XIXe siècle. Aujourd'hui, les idéologues chinois disent très clairement « notre ennemi historique, c'est l'Europe ». Les idéologues turcs, les gens qui entourent M. Erdogan,
les idéologues hittites, touraniens, peu importe. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Eux aussi disent, à qui veut les entendre, et hélas, nous ne les entendons pas assez, que leur but historique, c'est aussi, autrefois, ils voulaient entrer en Europe, aujourd'hui, ils veulent détruire ce qu'ils considèrent être la forteresse Europe. La même chose pour l'Iran, troisième grande puissance faillie, en train de tenter de renaître de ses cendres. Si vous regardez bien l'idéologie des ayatollahs, si vous regardez bien le débat intellectuel qui a eu lieu il y a 40 ans, au moment de la révolution islamique, les débats idéologiques autour de la philosophie, de Heidegger, peu importe. Là encore, il y a une cible, c'est l'Europe. Et la même chose pour l'islamisme radical. De quelque façon que vous le preniez, dans sa version frères musulmans, dans sa version salafiste, dans sa version déjà terroriste ou bientôt terroriste, cet islamisme radical que j'ai un peu étudié aussi, que j'ai vu à l'œuvre sur le terrain à Mossoul, par exemple, il y a quelques années, cet islamisme radical, il a dans le viseur une cible, un adversaire, c'est l'Europe, sa construction, ses valeurs et sa politique. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, la Turquie, les ayatollahs, l'islamisme radical et son rêve d'une Oumma reconstituée, la Chine, et puis cette Russie également en train de s'ébrouer comme un gros animal, vous avez 5 grandes puissances. En tout cas, 5 puissances qui aspirent à la surpuissance et qui ont un ennemi commun, c'est l'Europe. Cela ne serait rien si l'Europe n'avait encore à faire face à un troisième front. Un troisième front un peu inattendu, parce que sur ce front-là, il y a les plus anciens alliés de l'Europe. Et les plus anciens alliés de l'Europe, les plus grands amis historiques de l'Europe, ceux dont le projet politique fut, il y a 2 siècles et demi, de recommencer une Europe encore plus belle, ce sont les Américains. Les États-Unis d'Amérique, vous le savez, leur projet politique, quand ils inventent l'Amérique, les pionniers de l'Amérique, leur vrai projet politique, c'est de reprendre les valeurs de l'Europe, qui sont en train d'être piétinées ou profanées en Europe même par les guerres de religion, par le fanatisme, par l'intolérance, et ces valeurs qu'ils reprennent au sol, les prendre avec eux, les emmener sur des bateaux, le Mayflower et quelques autres, les laver et les purifier par ce passage océanique et aller les faire revivre, fleurir à nouveau sur la terre américaine. Ça, c'est le projet américain historique et qui a existé probablement jusqu'au 3e quart du XXe siècle. La preuve en est d'ailleurs, si certains d'entre vous ont sur eux un billet de $1, ils verront, ou de $10 ou de $50, il verra que sur les billets américains, il y a 3 citations latines, romaines, du plus grand poète européen, de l'un des pères fondateurs de l'Europe, qui est
le poète Virgile. Sur le dollar américain, qui a servi à faire la puissance américaine, c'est comme ça, il y a 3 citations d'un poète européen, italien, latin, qui est Virgile. Cette Amérique-là, elle est en train, aujourd'hui, de se retourner contre l'Europe. Bien sûr, l'actualité, vous la suivez tous, le président Trump, qui ne se gêne pas, pour le dire de la manière la plus claire, qui ne se gêne pas pour traiter, dès qu'il en arrive au pouvoir, ses alliés européens plus mal qu'il ne traite ses adversaires, qui ne se gêne pas pour semer le doute, non seulement aujourd'hui, mais déjà lors de son premier mandat, sur l'interprétation qu'il donne, lui, président américain, de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Le président américain d'aujourd'hui dit presque clairement que si demain l'Europe était attaquée par Poutine, par la Chine, par la Turquie, par l'Iran, whatever, qu'il ne se gêne pas pour dire qu'il n'est plus du tout certain que l'Amérique penserait que sa communauté de destin avec l'Europe est telle qu'elle viendrait à son secours. Mais bien avant Trump, il n'y a pas que Trump. Trump dit de manière caricaturale, grimaçante, vulgaire, ce que le plus raffiné et le plus élégant des présidents américains récents disait à sa manière et en mode souriant, je pense à Barack Obama. Barack Obama, lorsqu'il ne vient pas en Allemagne à la célébration du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, lorsqu'il se dispense de venir à Paris pour la grande marche de protestation et de soutien au journal Charlie Hebdo, Barack Obama dit clairement aux Européens « Je ne suis plus des vôtres, je regarde de l'autre côté du monde, l'avenir de l'Amérique, il n'est plus à l'ouest, ça, à l'ouest, c'est son... il n'est plus à l'est, pardon, l'ouest est son passé révolu, il est ailleurs, vers une Silicon Valley qui s'étendrait au-delà du Pacifique. » Donc, troisième front, Poutine, les alliés de Poutine, les autres empires, les États-Unis d'Amérique qui rompent leur pacte séculaire, le fil d'or qui les liait à l'Europe. Et puis ce ne serait encore rien s'il n'y avait à l'intérieur même de l'Europe des forces qui, comme toujours, travaillent à la destruction ou à l'affaiblissement de l'Europe. Les vraies crises, vous savez, elles viennent toujours de l'intérieur. Quand un corps meurt, il meurt par le dehors, mais il meurt aussi par le dedans. Et il y a aujourd'hui en Europe des anti-européens convaincus. Vous savez, je connais bien, depuis très longtemps, un homme qui est aujourd'hui un homme fort de l'Europe, qui est Viktor Orban. Je connais Babiš, l'homme qui est en train de prendre en main le destin de la Tchéquie, la patrie de Václav Havel, mais je connais bien Viktor Orban. Viktor Orban, il a été un héros de la dissidence anti-soviétique lorsque je l'ai connu il y a 40 ans, 30 ans, et aujourd'hui, il est l'homme que vous savez. Viktor Orban, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pas un fasciste, c'est pas un homme cruel, c'est pas un fou, c'est juste quelqu'un qui ne croit plus en l'Europe. C'est juste quelqu'un qui est frappé d'une sorte d'étrange maladie qui est l'incrédulité européenne. Il ne croit plus en l'Europe. Il ne croit plus aux valeurs européennes. Il ne croit plus aux valeurs libérales. Il n'est pas contre la démocratie. Il ne croit plus en la démocratie.
Je le connais, je l'ai rencontré récemment encore. Viktor Orban, il est le témoin de la troisième grande crise de la conscience libérale en Europe depuis un siècle. La conscience libérale, la croyance dans la supériorité des valeurs libérales. Elle a été en crise au moment de l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle. Elle a été en crise au moment du fascisme en Europe dans les années 30 du XXe siècle. Elle est en crise aujourd'hui. Et crise, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on déteste la démocratie. Ça veut juste dire qu'on pense que c'est un modèle en train de dépérir, que c'est un modèle qui ne marche plus. C'est ça que pense Babiš en Tchéquie. C'est ça que pense Orban en Hongrie. C'est ça que pense l'AfD en Allemagne. Et c'est ça que pensent tous les populistes européens. Cette incroyance, cette incrédulité de ses propres valeurs qui frappe l'Europe, qui la ronge de l'intérieur. Et puisque j'en suis aux mauvaises nouvelles, je vous en annonce une dernière. Je sais devant qui je parle, des grands patrons, des chefs d'entreprise, des femmes et des hommes, autrement dit, qui pensent probablement, je suppose, que si l'Europe est en crise politique, si elle est menacée de l'extérieur par des forces géopolitiques terribles, il y a au moins une chose qui n'est pas menacée. Et cette chose qui tient, cet acquis, ce trésor de l'Europe, je pense que vous pensez, et je pense aussi, que c'est la monnaie européenne, l'euro. L'euro. Bon, la politique peut trembler, des populistes peuvent venir au pouvoir, au moins il reste ce trésor patriotique pour l'Europe qu'est l'euro. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que je pense que l'euro peut disparaître, et si les choses continuent sur le même cours qu'aujourd'hui, l'euro disparaîtra, pour une raison très simple. L'euro n'est pas la première monnaie transnationale, la première monnaie constituée pour des pays divers avec des histoires différentes. Il y a eu beaucoup de monnaies avant l'Europe, et il y a une règle absolue. Il y a une règle absolue. C'est que la seule manière pour une monnaie du type euro de se maintenir, c'est un pouvoir politique fort sur lequel elle puisse s'appuyer. Avant l'euro, il y a eu 6 exemples de monnaies transnationales. Il y en a 2 qui ont échoué. C'est avant la guerre de 14, la monnaie créée par l'Union latine et l'Union scandinave. Et elles se sont effondrées, ces 2 monnaies-là, vous connaissez sans doute cette histoire, parce qu'il n'y avait pas de pouvoir politique capable d'harmoniser les budgets nationaux, d'harmoniser les dépenses sociales. Il n'y avait pas de pouvoir politique. Ces 2 monnaies, elles ont tenu 10, 20, 30 ans, et puis elles se sont effondrées. Il y a dans l'histoire des monnaies communes 2 monnaies qui ont marché immédiatement, out of the blue. Out of a clear sky, c'est le franc au XIXe siècle, le franc suisse et la lire italienne. C'est 2 monnaies communes. En Italie, vous le savez, il y avait des monnaies diverses, il y avait des monnaies ducales, il y avait des monnaies de cités diverses, et puis un jour, il y a eu la lire. Pourquoi ça a marché? Parce que l'invention de la lire, comme l'invention de la monnaie suisse, a coïncidé avec l'unité italienne et avec une unité politique en Suisse. Et puis il y a 2 monnaies communes, genre euro, qui ont eu beaucoup de mal à s'imposer dans l'histoire. C'est le mark allemand et le dollar américain. Et si vous regardez l'histoire du dollar américain et du mark allemand, vous verrez que ce sont des monnaies qui ont vacillé sur leur base et qui ont triomphé lorsque l'unité politique s'est vraiment faite. Aux États-Unis, c'est très clair.
le dollar devient la monnaie puissante que nous savons après la guerre de sécession. C'est-à-dire après la victoire des fédéraux sur les confédéraux. Avant la guerre de sécession, tout le monde a oublié ça. Aux États-Unis, il y avait des monnaies indexées sur le louis, sur le franc, sur le thaler allemand, etc. L'Allemagne, pareil. Donc, si aujourd'hui, l'euro ne voit pas venir en renfort un mouvement politique et culturel fort, il en ira de l'euro comme de ses ancêtres qui, après 20, 30, 40 ans de rayonnement, se sont effondrés. Donc tout ça, c'est la mauvaise nouvelle. Nous sommes au bord, il faut en être conscient, de ce désastre historique que serait, sous toutes ses formes, le démantèlement de l'Europe. Et je le crois profondément. Nous avons été tous ici, les plus jeunes, les plus âgés, nous avons appartenu à des générations qui ont cru que, comme l'unité italienne, l'Italia sa farà da sé, que l'Europe sa farà da sé, que l'Europe se fera toute seule. On a vécu dans l'idée qu'on pouvait s'endormir, se mettre dans le dernier wagon du train de l'histoire européenne, dormir du sommeil du juste, l'Europe arrivera à destination, elle se ferait d'assez, quoi qu'il arrive. Eh bien, ça n'est pas vrai. L'Europe peut s'effondrer. La bonne nouvelle, en revanche, c'est qu'évidemment, comme toujours, il nous appartient, citoyens d'Europe, il nous appartient de faire que cela n'arrive pas. Et pour ça, il y a des conditions. Première condition, je vous parlais à l'instant de l'euro. L'euro, on n'a peut-être pas de dollars, mais moi j'en ai pas d'ailleurs, mais on a peut-être des billets d'euros dans nos poches. Il y a une chose, l'Europe a commis une erreur historique lorsqu'elle a frappé ses premiers euros. Regardez les billets d'euros que nous avons. Sur les billets de banque européens, il y a des ponts brisés et des routes qui ne mènent nulle part. Dans toutes les monnaies du monde, il y a des visages, il y a des héros, il y a des personnages emblématiques. Dans les billets européens, par une espèce de lapsus historique ahurissant, il y a comme dirait le philosophe Martin Heidegger, des chemins qui ne mènent nulle part. Première chose à faire, si on veut que l'Europe tienne, revive, fasse front, c'est que l'Europe, pas les billets naturellement, mais au-delà des billets, l'Europe comme telle se dote d'un visage. Le visage des successeurs de Daguerre et de Jean Monnet, des successeurs de Goethe ou de Dante, peu importe, mais des visages, c'est-à-dire une autorité. Une Europe sans autorité, une Europe sans incarnation, c'est une Europe qui cédera aux 5 coups de boutoir que je vous ai décrits à l'instant en commençant. Pour que l'Europe ait une autorité, il faut, et il nous appartient, cher Michelangelo Agrusti, chers amis, il nous appartient de doter l'Europe d'une forme de souveraineté. On a tous vécu dans l'idée, on a appris ça dans les livres à l'école, que la démocratie, c'était l'agora grecque, l'agora. Et que l'agora, il fallait un petit cadre, le cadre d'une ville, peut-être un peu plus qu'une ville, mais que la démocratie, elle se faisait entre voisins. Il faut avoir le courage de dire aujourd'hui que la souveraineté doit se dédoubler. Il y a évidemment des sujets pour lesquels nul n'est mieux placé pour trancher que le citoyen de Trieste ou de Paris ou de Berlin, mais il y a des grands sujets qu'on ne peut pas trancher à Trieste, qu'on ne peut pas trancher à Paris. La question des grands flux financiers internationaux,
la question de la santé au moment du Covid, la question des migrations, la question du terrorisme, la question de la guerre et de la paix, il faut accepter de dire que ces questions-là ne peuvent plus être, face à la Chine, face à la Russie, face à l'Iran, face à l'islamisme radical, elles ne peuvent plus être du ressort des seuls États-nations. Il faut que l'idée de souveraineté se dédouble. Il faut qu'il reste des questions, bien sûr, qui soient du ressort de la souveraineté des nations, peut-être même des villes, mais il y a des questions pour lesquelles la bonne agora, l'agora qui marche, l'agora qui peut décider, c'est l'agora européenne. Si nous ne sommes pas capables de penser cette idée d'agora européenne pour ces grandes questions supranationales, alors la prédiction de ceux qui disent que l'Europe est en train de mourir se vérifiera. Parmi ces questions qui sont du ressort de la grande agora, parmi ces questions qui ne peuvent se trancher que sur la place publique européenne, il y en a une évidemment, une dont l'actualité nous rappelle tous les jours l'urgence, c'est la question de la défense. Comment résister à ceux qui jouent tous les jours ou toutes les semaines à faire voler des drones au-dessus des aéroports européens? Comment résister à ceux qui envoient des chasseurs, des avions, menacer, pour l'instant, symboliquement, la souveraineté de nos nations? Comment résister à ça lorsque l'on sait que les États-Unis d'Amérique envisagent de se redéployer, c'est-à-dire de traiter les Européens comme ils ont traité les Kurdes, par exemple, c'est-à-dire en s'en allant? Comment résister sinon en construisant vraiment, clairement, sans se cacher derrière son petit doigt, une défense européenne. Je dînais hier soir à côté d'une compatriote française qui représente ici le MEDEF, je ne sais pas où elle est, qui me parlait d'un grand projet européen qui est en train de naître et qui s'appelle le projet Bromo, c'est-à-dire une alliance entre 3 grandes compagnies européennes, une compagnie italienne, Leonardo, une compagnie française, Thales, et une compagnie germano-hispano-française, Airbus. Et ce projet-là, cette alliance, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour fabriquer un concurrent de Starlink. Starlink, c'est le système de communication spatiale de Elon Musk. Et Starlink, je sais bien ce que c'est. J'étais dans des tranchées ukrainiennes, dans la région de Donetsk, sous les bombes, avec des camarades ukrainiens embedded dans une unité de combat ukrainienne, le jour où Elon Musk, un jour de caprice, a décidé de couper Starlink. À la minute même, l'armée ukrainienne était aveugle. À la minute même, les missiles les plus terribles tombaient. Donc aujourd'hui, ça peut arriver. Demain, Elon Musk, un autre Elon Musk, peu importe, peut décider de couper Starlink. L'Europe a la possibilité, la capacité, la volonté de fabriquer ce concurrent de Starlink. Et il y a ici ou là des pudeurs, des réserves, des complications qui sont mises à ce projet. Ces réserves et ces complications, elles sont une insulte à l'esprit européen. Si nous voulons continuer de vivre en européen, il faut une défense européenne. Il faut que le projet Bromo aille à son terme. C'est une condition capitale. Il faut aussi, si nous voulons continuer d'être européens, il faut lutter tous à notre place
contre le carburant de cette haine de l'Europe, son carburant principal, qui s'appelle, allez, d'un mot un peu simple, mais il nous reste peu de temps, qui s'appelle le populisme. Le populisme, c'est quoi? Le populisme, c'est l'idée que le peuple, quoi qu'il dise, quoi qu'il veuille, a toujours raison. Et que la démocratie, c'est ça. Il y a en Italie, il y a en France, des gens qui disent la démocratie, c'est que le peuple est souverain. C'est vrai. Mais dans la tradition politique européenne, il y a un deuxième principe. C'est qu'un souverain, quel qu'il soit, que ce soit un roi, que ce soit un empereur et que ce soit le peuple, un souverain, il ne peut pas être absolu. Le peuple souverain, bien sûr, mais pas la souveraineté absolue. Il arrive que le souverain se trompe. Il arrive que le souverain s'égare. Et il faut alors avoir le courage et avoir le droit de le dire. Il appartient aux bons Européens, à ceux qui veulent vraiment résister à l'impérialisme nouveau et ancien à la fois de la Chine, de la Turquie, de l'Iran. Il faut pouvoir dire que le souverain, y compris lorsqu'il a le visage du peuple, que le souverain peut se tromper. Il faut avoir la force de s'opposer, et valeur contre valeur, à ce populisme rampant et qui se pare de toutes les vertus et de tous les charmes de la démocratie. Et il y a un point particulier que je veux évoquer là, c'est la question de l'antisémitisme, la question de ces manifestations populaires. C'est des manifestations populaires que l'on voit à Paris, que l'on voit à Rome, que l'on voit en Allemagne, et dont tout le sens est de dire la haine d'Israël et de plus en plus la haine des Juifs. Il faut avoir le courage de dire non à cela. Il faut avoir le courage de dire que l'Europe, c'est l'esprit de la Grèce, l'esprit de Rome et l'esprit de Jérusalem. Et que si l'on laisse l'un de ces piliers s'effondrer, c'en est fini de l'Europe. Monsieur Agrousti me disait hier que depuis le 7 octobre, il a un drapeau israélien au fronton de sa maison. Ben c'est ça, là, un grand geste européen d'aujourd'hui. C'est ça la manière de dire que le troisième pilier de l'Europe, pilier grec, pilier romain, pilier juif, ne doit pas s'effondrer. Et puis enfin, et j'en termine, pour que les prédictions des oiseaux de malheur, pour que les plans des ennemis de l'Europe ne se réalisent pas, il faut que nous renouions avec la fierté européenne, la fierté de nous-mêmes. Vous savez, je suis assez vieux pour avoir connu l'époque la fin de l'époque, des grandes guerres de libération anticoloniales, l'anticolonialisme. C'était ma toute première jeunesse. Et je suis assez vieux pour savoir que les gens qui luttaient contre le colonialisme européen, évidemment, ils luttaient contre l'Europe. Ils luttaient contre le Portugal au Mozambique, ils luttaient contre la France en Algérie, bref. Mais ils luttaient au nom de quoi? Ils luttaient au nom des valeurs européennes. C'était les capitaines d'avril au Portugal, les porteurs de valises français, partisans de l'indépendance de l'Algérie. Ils ne luttaient pas au nom de l'islam radical. Ils ne luttaient pas au nom des valeurs de la Grande Russie. Ils luttaient au nom des valeurs de Goethe, de Dante et de Victor Hugo. Il faut avoir le courage de dire cela. Qu'être vraiment anticolonialiste, qu'être vraiment antitotalitaire, être vraiment antifasciste, même si c'est l'Europe qui a inventé le fascisme, il faut avoir le courage de dire que l'Europe a aussi inventé l'antifascisme. L'Europe a aussi inventé l'anticolonialisme. L'Europe a aussi inventé l'antitotalitarisme et que pour cela, il y a lieu d'être fier d'être européen. Et puis,
si je suis assez vieux pour avoir connu ce temps-là, je suis aussi assez jeune encore pour avoir passé beaucoup de temps dans quelques-uns des lieux les plus déshérités du monde. J'ai passé du temps, il y a quelques années, en Somalie, à Mogadiscio. J'ai passé du temps chez les combattants, les femmes notamment, et les hommes démocrates qui se battaient en Irak et en Syrie contre Daesh. J'ai passé du temps auprès des combattants de ce que j'ai appelé les guerres les plus oubliées du monde, chez les damnés de la terre. J'ai passé beaucoup de temps, encore récemment, chez les damnés du monde, chez les plus souffrants d'entre les souffrants. Or, chers amis, quand vous les écoutez, ces damnés-là, quand vous les écoutez, ces affligés, à quoi pensent-ils? À quoi rêvent-ils? À quoi rêvent, même aujourd'hui, même les Ukrainiens, très récemment? Qu'ont-ils en tête? Qu'est-ce qui les fait se battre? Qu'est-ce qui les fait tenir debout? Quelles sont les valeurs au nom desquelles ils résistent et combattent? Ce sont les valeurs européennes. J'ai entendu à Mogadiscio en Somalie des femmes et des hommes humbles se battant contre la pire des barbaries et qui connaissaient par cœur des vers de Victor Hugo ou des vers de la Divine Comédie et qui les citaient. Donc l'Europe, ce n'est pas les valeurs européennes, ce ne sont pas les valeurs des dominants, ce ne sont pas les valeurs des maîtres du monde, c'est aussi les valeurs des plus humbles entre les humbles, des plus affligés de nos sœurs et de nos frères humains. Et pour cela, aussi et encore, ces valeurs européennes, cette chimère européenne dont vous avez montré le diaporama tout à l'heure, il faut les défendre, et il faut les défendre avec beaucoup de fierté. Mesdames et messieurs, merci, j'ai débordé mon temps de parole. Merci.